BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, c'est le roi des wallets, des actifs numériques, des cryptos qui est avec nous. C'est Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. Bonsoir Pascal. Bonsoir Edwige, vous me faites rougir. Oui, merci d'être là, vous attendez la suite. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, intéressant que vous nous décriviez un peu ce qui se passe sur les cryptoactifs, parce qu'avant, c'était quand même dans un petit coin. Puis maintenant, tout le monde en parle. Même vous avez accompagné, je crois, le président de la République en Asie. Et puis hier soir, vous dîniez avec lui dans le cadre de Vivatech. Vous nous direz un peu qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qui s'est passé. Juste un mot, parce que maintenant, quand on dit crypto-monnaie, on pense forcément un peu fait divers, parce que c'est votre associé qui a été enlevé. On a vu qu'il y avait la fille d'une autre personnalité du monde de la crypto aussi. Comment vous expliquez ça? C'est quoi? Écoutez, d'abord, comment va votre associé? Déjà, tout le monde va bien. Et Dieu merci. Et puis on remercie les forces de l'ordre parce qu'ils font un travail extraordinaire. Le ministère de l'Intérieur qui aide beaucoup et qui a mis des choses en place très rapidement avec beaucoup de suivi. Et puis, vous savez, les cryptos, en règle générale, les crypto-monnaies font fantasmer. Il y a un côté très positif, vous l'avez dit dans votre introduction, ça commence à être vraiment quelque chose qui fait bouger le monde. Et ça, c'est le côté négatif du fantasme, c'est-à-dire que ça attire aussi les voyous. Or, c'est pas le bon moyen de voler de l'argent, les crypto-monnaies, parce qu'elles sont traçables, parce que toutes les transactions sont dans un registre public. Et on voit d'ailleurs que toutes ces tentatives, pour l'instant, ont échoué. On reste bien sûr très vigilant et on trouve que c'est un moment très triste et que le crime ne paye pas. Et là, clairement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis en plus, c'est vrai que ça fait fantasmer, comme vous l'avez dit, parce que c'est l'argent facile. On a l'impression tout d'un coup, on voit les modulations sur le Bitcoin. Et en même temps, vous nous dites, tout est traçable, donc c'est un peu absurde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'éducation à faire sur comment ça marche et comment ça peut être utilisable. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On a d'ailleurs une plateforme d'éducation chez Ledger qui fait partie des 3 plus grandes plateformes d'éducation du monde. Et justement, pour éduquer les gens sur cette transformation, parce que c'est une vraie révolution. Ça change complètement la manière dont l'argent est échangé de pair à pair, en ligne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Et donc, tout ça, il faut réapprendre des choses. Il faut oublier un petit peu ce qu'on a appris avant, puisque le transfert d'argent est en train de changer. Oui. Alors, on va rappeler rapidement ce que c'est quand même la Ledger. C'est les leader mondial de la sécurisation. Justement, on parle de sécurité des actifs numériques. À peu près, grosso modo, c'est 20% du volume total des cryptoactifs. C'est énorme. Oui, et 30% des NFT, ça reste dans cette épure-là? Oui, c'est ça. Alors, et donc, c'est sécurisé avec de la technologie Ledger pour le compte des utilisateurs, c'est-à-dire que Ledger ne garde rien. Nous, vous avez des porte-monnaies, c'est des coffres forts. On n'est pas du tout dépositaire, voilà, ce sont des petits coffres forts, mais effectivement, ce sont les chiffres. Donc c'est un véritable succès, oui. Ouais. Aujourd'hui, Ledger, c'est une société française qui est d'abord tournée vers le consommateur, mais qui a aussi une offre entreprise et qui est catégorie leader mondial, c'est-à-dire qu'on vend des produits dans tous les pays. 180 pays. Ouais. Et quand vous parliez du déplacement avec le président, Ledger a eu l'honneur d'être invité et j'ai eu l'honneur d'être son représentant. Dans tous les pays, c'est-à-dire on a commencé par le Vietnam, puis l'Indonésie, puis Singapour, Ledger a des intérêts. On a nos usines avec Foxconn au Vietnam, on vend des produits au Vietnam, on vend des produits en Indonésie, et l'Indonésie avance sur une réglementation crypto, et à Singapour, c'est là où sont nos bureaux asiatiques depuis des années maintenant. Vous êtes touché, par les droits de douane, là, vous me faites penser en fabriquant vos wallets avec Foxconn. Alors les droits de douane, c'est un vaste sujet. En l'occurrence, non. Et grâce à Apple, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de droits de douane sur le consumer électronique. D'accord, merci. Parce que les États-Unis ne voulaient pas payer leur iPhone beaucoup plus cher vu qu'il n'est pas fait aux États-Unis. Ouais. Et puis on va dire tout à l'heure, on verra que vous avez lancé un nouveau coffre-fort, un nouveau wallet, comme on dit, avec Ledger Start, avec un des pères de l'iPod, le père de l'iPod, ce qui fait qu'il se ressemble un peu. Restons un instant sur la démocratisation des cryptos. Je le disais, vous avez, on a le sentiment aujourd'hui, même le gouverneur de la Banque de France, la présidente de la Banque Centrale Européenne, enfin, des grands banquiers parlent maintenant des crypto-actifs. Vous êtes sorti un petit peu pas de l'enfer, mais enfin de là où vous étiez? Oui, alors c'est sûr que là, on vit une période très différente de ce qu'on a pu vivre. Rien à voir.
On est rentré dans Ledger en 2014, donc ça fait longtemps, et donc c'est vrai que 2025 ressemble pas beaucoup. Vous venez de citer tout un tas de personnes qui effectivement parlent de crypto-monnaies, mais par contre, en Europe, il y a encore un conservatisme ambiant sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire on en parle, mais on n'est pas toujours sûr. C'est-à-dire que ce qui a changé la donne complètement, ce sont les élections américaines. Oui, avec la Fed, oui. Voilà. Et la nouvelle administration du président Trump qui a fait des crypto-monnaies et du Bitcoin notamment, son fer de lance notamment de campagne, et qui ensuite, par décret, a commencé à voter tout un tas de choses, et notamment une réserve stratégique Bitcoin. Ça a fait exploser les cryptos. Ça a fait exploser les cryptos. Avant, c'était BlackRock qui s'était emparé du sujet et qui a lancé l'ETF qui a eu le plus de succès dans l'histoire des ETF, et ce qui montre l'engouement des investisseurs pour ce produit. Et malgré tout ça, quand même, en Europe, on est encore en train de réfléchir, c'est-à-dire que toutes les banques américaines... Oui, mais on prononce le mot, vous voyez. Maintenant, on arrive à prononcer le mot, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que prononcer le mot, c'est pas suffisant, parce que prononcer le mot pour dire qu'on n'est toujours pas sûr, c'est mieux que de ne pas prononcer le mot, mais c'est toujours pas aussi bien que de comprendre ce qui se passe aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui bougent sur le sujet. Et aujourd'hui, on est encore en train de se demander s'il faut vraiment y aller. Et donc moi, mon travail, au-delà de gérer Ledger, c'est de sensibiliser les leaders d'opinion français, européens, pour leur expliquer la différence qu'il peut y avoir entre Bitcoin, par exemple, sur lequel on peut faire des réserves stratégiques, et puis un meme coin qui a pu être un scandale. Parce que de dire qu'il ne faut pas tout mettre dans le même bain, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un produit financier est toxique que tous les produits financiers sont toxiques. Et en l'occurrence, Bitcoin, c'est un produit extraordinaire pour construire des réserves stratégiques. Moi, ma recommandation que j'ai pu faire au président, il y a différentes personnes qui faisaient partie de la délégation française en Asie, et que je répète à tue-tête, c'est faire des réserves stratégiques, faire du mining avec les pics d'électricité. Enfin, il y a tout un tas de recommandations qui sont assez faciles à faire. Et par exemple, pour les réserves stratégiques, tous les bitcoins qui peuvent être confisqués par la police, parce que ça arrive, devraient être mis dans une réserve stratégique française. Oui, alors, en même temps, c'est un univers qui est quand même assez complexe et très technique. Donc, c'est peut-être ça où c'est pas évident pour des gens ou des politiques Non, mais je pense que d'appréhender votre. Non, mais il y a une certaine. Vous savez, les révolutions technologiques, en fait, ça se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'aime pas réapprendre quelque chose. C'est-à-dire que c'est vrai que toute notre vie, on a appris quelque chose, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va nous dire tout ce que vous avez appris, maintenant, on peut le jeter à la poubelle, et maintenant, il y a quelque chose de nouveau, et c'est ça qui va mener le monde. Et donc ça crée. Oui, en même temps, il y a quand même eu des scandales. Je veux dire, il y a des fluctuations qui font quand même qu'on est dans la spéculation. Ça crée beaucoup de friction. Vous savez, dans la finance, il y a beaucoup de scandales aujourd'hui. Autant pour moi, oui, bien sûr. Ça n'empêche pas le monde de tourner. Et donc. La friction des nouvelles technologies, c'est ça, et donc il faut quand même se renseigner. Je veux dire, le Bitcoin. Alors, on parle de crypto-monnaie, mais il faut surtout parler de Bitcoin. Et qu'est-ce que c'est le Bitcoin ? Et le Bitcoin est roi dans les crypto-monnaies. Et pourquoi ? Parce qu'il a des propriétés que la plupart des autres crypto-monnaies n'ont pas. Et donc il faut recentrer le débat un petit peu, parce qu'à vouloir parler de tout et justement à dire que oui, mais il y a des scandales, donc on ne va pas tout traiter de la même manière. Et on peut se dire que BlackRock est plutôt intelligent dans sa manière de gérer les actifs. Enfin, en tout cas, c'est une référence. Et donc, ne serait-ce que lire leurs notes pour se dire et se positionner, c'est intéressant. Et donc, il faut faire attention à notre conservatisme ambiant, qui n'est pas d'ailleurs que de nos politiques. Il y a un conservatisme ambiant européen, des personnes aussi, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont élus et donc qui représentent en fait des gens. Et le conservatisme ambiant, il est de tout le monde, quoi. Et donc, il faut combattre ça. En même temps, quand vous regardez, c'est des chiffres qu'on m'a donnés, les Français, en fait, ils ont plus de crypto que d'actions. Alors, vous me direz, ils n'aiment pas tellement les actions, mais plus de crypto que d'actions, c'est 12 contre 7. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation, en fait. On a beaucoup plus facilement accès au marché des crypto-monnaies qu'au marché actions, qui est plus compliqué. Il y a un phénomène générationnel. Bien sûr, il y a un phénomène générationnel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre ça, et quand bien même on est en fonction, et quand bien même on n'est pas de cette génération-là, il faut se mettre à la place des jeunes et se dire que eux, c'est comme ça qu'ils vont faire. Et donc, il faut éviter de perdre, si vous voulez, une génération en termes de prise de décision. Et les décisions ne sont pas trop difficiles à prendre. On est à Vivatech, c'est le moment de l'intelligence artificielle. Justement. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, la crypto, incluant les crypto-monnaies, mais la cryptographie en règle générale, et le quantum, tout ça, ça va ensemble.
Oui, mais comment? Parce que justement, là, on va parler du Vatech un instant, parce que vous dites que c'est un peu la double révolution crypto-intelligence artificielle. Non, je dis pire que ça. Moi, je dis que l'intelligence artificielle, c'est une évolution, parce que ça existe depuis très longtemps. Depuis, ah oui, c'est pas une rupture pour vous, c'est pas une transformation. Je sais non, pas, c'est une évolution. j'ai reçu des spécialistes de l'intelligence artificielle qui nous disent mais c'est un changement d'époque, c'est une rupture. Vous dites non? Non, c'est une évolution technologique pour moi, parce que vous savez, chez Criteo, et notamment avec mon associé Franck Lewey, qui était un précurseur en fait dans ce monde-là, et Criteo qui était un précurseur, on faisait déjà de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on le fait depuis 85. Ensuite, les modèles évoluent. C'est devenu beaucoup plus performant. Mais le Bitcoin, c'est une révolution. Et pourquoi? Parce que ça a créé tout un tas de choses qui n'existaient pas avant. Avant, un actif numérique unique, on peut posséder la propriété privée digitale, juste ça n'existait pas. D'accord. Et donc on est passé d'un monde où ça n'existait pas à un monde où ça existe. Et donc ça, c'est une révolution. Avoir un réseau qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, qui n'est contrôlé par personne, accessible par tout le monde et qui permet d'échanger de la valeur numérique de pair à pair, ça n'existait pas avant. Quand on voulait échanger un dollar ou un euro numérique, on passait forcément par un intermédiaire. Oui, mais l'intelligence artificielle, en même temps, c'est ça va favoriser l'utilisation des cryptos. Oui. Ah non, mais c'est magnifique. De toute façon, toutes ces technologies vont nous aider. Il faut bien les contrôler, bien les comprendre. Mais par contre, elles vont ensemble. Mais je répète, pour moi, la révolution, c'est le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il faut le regarder comme ça. Pascal Gauthier, je disais hier en introduction, non seulement vous avez voyagé avec le PR, mais en plus, vous avez vu la claque. Vous étiez là quand l'histoire de la claque? Non, alors vous savez, quand on voyage avec le PR, nous, on est souvent dans une voiture en train d'attendre, donc on voit rien du tout. Et puis, j'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Non, plus sérieusement, hier, vous dîniez à l'Élysée et vous aviez tous des propositions à faire. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce qu'il y a des par exemple, il y avait une hypothèse d'un crédit impôt recherche qui soit focus, qui soit spécialisé sur l'intelligence artificielle. Par exemple, je crois que c'était une des propositions qui a été soumise. Alors bien sûr. Alors, hier, il s'est dit beaucoup de choses à ce dîner. C'était passionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de travail sur le sujet, notamment Anne Bouvreau, qui était notre board member et qui est passée de la crypto-monnaie. Elle était sur mon plateau il y a très peu de temps. Ah voilà, et Anne qu'on adore et qui maintenant s'occupe de l'AI pour la France. Donc c'était tout fou, il y a beaucoup de contenu. Moi j'étais là-bas, j'ai posé une question à la fin, en fait je suis intervenu à la fin, j'étais là-bas, j'étais un peu le crypto guy dans la soirée de l'AI. C'était le dessert, oui. Ouais, j'étais un peu le dessert, un peu le trouble fait. Et j'ai rappelé simplement qu'il faut penser AI, crypto et quantum ensemble. Voilà, et donc ça se traduit comment? Parce qu'en fait, si vous voulez, l'AI c'est l'abondance de la data, la cryptographie c'est la rareté de la data, et donc une manière de savoir qu'on est humain, de prouver qu'on est humain demain et pas un robot et pas une AI, c'est en signant cryptographiquement, avec son ledger de préférence. Et le quantum, et ensuite l'AI et la crypto vont aller ensemble, notamment parce que les robots AI ne pourront payer qu'en crypto-monnaie. Aujourd'hui, le système financier ne permet pas de payer en ligne de manière facile, alors que la crypto-monnaie étant programmable, on peut la combiner avec l'AI pour faire tout un tas d'applicatifs très intéressants. C'est génial, ouais. Ah oui, ça c'est génial. Ouais. Et le quantum arrive pour tout casser. Et donc, il faut que l'AI et la crypto soient quantum résistants. Et donc, il faut absolument maîtriser Pourquoi le quantum va tout casser? Parce que le quantum, c'est une puissance de calcul extrêmement... Il va tout casser, va tout accélérer, va permettre de consommer moins d'énergie en AI, va permettre tout un tas de choses positives, mais aussi, c'est une attaque contre les systèmes cryptographiques, contre les systèmes AI. Et donc, ça veut dire que nous, Ledger, on doit être compatible AI, compatible quantum, c'est-à-dire faire monter les barrières de défense et les compatibilités des deux côtés. Mais il faut que la France et globalement l'Europe soient prêts à aller de front sur ces trois technologies et pas juste sur l'AI. D'accord. Oui, en même temps, on sait bien que justement sur le quantum, le président, je sais, il est très bullish là-dessus. Est-ce que, je ne comprends pas très bien, expliquez-moi, j'ai un doute, pourquoi le quantum va tout casser? Enfin, vous avez donné un élément de réponse, mais est-ce que ça ne peut pas se combiner en même temps? Ça ne peut pas... Ah mais si, non, mais attendez, de toute façon, le quantum, c'est une puissance de calcul très supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Oui, quand je dis ça va tout casser, je veux faire peur à personne, c'est-à-dire avant que ça puisse casser la cryptographie actuelle, il faudra encore 5 et 10 ans, parce que la difficulté, par rapport à où on est aujourd'hui, pour que ça devienne beaucoup plus puissant, il y a une difficulté qui est exponentielle, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais globalement, c'est la cryptographie du futur. Et quand on monte l'attaque, on monte la défense en même temps. C'est pour ça que Ledger, nous, on est déjà quantum, on est prêt déjà pour le quantum, parce qu'il y a déjà des produits qui s'appellent quantum résistants, qui sont en train de sortir sur le marché et qu'on est en train d'intégrer dans nos produits.
Néanmoins, c'est des capacités de calcul qu'il faut avoir pour le futur. Voilà. Et donc, il faut être prêt sur l'ensemble de ces technologies et pas juste sur une. Si on est prêt en AI et que on est le plus fort en AI, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est peut-être pas là où la France a son meilleur atout. Je ne dis pas que la France va pas être bonne en Attendez, AI. il s'appelle Arthur Mensch, non? Non, mais c'est fantastique. Mistral, c'est fantastique, mais on a quand même 2-3 concurrents américains. Oui. Il y a 2-3 concurrents chinois. Ça lève beaucoup d'argent partout. En France, on a en cryptographie une science, une élite qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. De l'AI, tout le monde sait en faire partout dans le monde. La France est très forte. La crypto, la France est unique là-dessus. Et je pense que sur le quantum, on peut avoir là aussi une force de frappe non négligeable. Ouais. Vous avez justement, à propos d'attaque, vous fêtez vos 10 ans, vous avez dit que vous êtes né en 2014, enfin Ledger. Vous avez un nouveau siège absolument extraordinaire, visiblement. Je n'ai pas encore visité, j'espère le visiter bientôt, qui est dans le Marais. Et vous avez un donjon, vous appelez ça le Ledger Donjon. Ouais. En fait, c'est là où vous avez, c'est une forme de hackers, enfin des chercheurs, des hackers, qui essayent de prévoir, de simuler toutes les attaques possible contre les bitcoins, enfin les bitcoins ou les cryptos. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, c'est-à-dire que quand vous faites de la sécurité, on va vous attaquer. Et plutôt que d'attendre qu'on vous attaque, vous vous attaquez d'abord vous-même pour essayer vous-même de trouver vos failles. Et vous-même, et en plus, vous avez ce qui s'appelle un bounty programme, un programme de chasseurs de tête, qui permet de recruter d'autres chercheurs qui viennent attaquer et qui partagent avec eux, avec nous, ce qu'ils ont pu trouver pour que on continue de renforcer le modèle Ledger. On ne fait pas ça que pour Ledger, on fait ça pour le reste de l'industrie. On attaque les produits de nos concurrents, pas pour les déstabiliser économiquement, mais pour les aider à réparer leurs failles, pour qu'eux aussi puissent faire monter la barrière de sécurité, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à Ledger à ce que nos concurrents soient plus faibles en sécurité. On a tout intérêt à les aider, parce que si une entreprise perd, tout le monde perd, et on le voit dans les scandales. À chaque fois qu'il y a un scandale dans la crypto, ça vous retombe dessus. Ça retombe sur tout le monde. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aider, de faire monter la sécurité dans le monde des crypto-monnaies. Mais pas que dans le monde des crypto-monnaies, parce qu'on parle de crypto, aussi de cryptographie. Et le futur est la cryptographie sur la preuve de possession, la preuve d'être humain et la preuve de possession de quelque chose. Et donc, par exemple, votre identité, l'identité, sera prouvée en ligne grâce à une signature cryptographique. Il y a tout un tas d'applicatifs qui seront sur votre Ledger et qui seront signés avec une clé cryptographique. L'identité, les données de santé, tout ce que vous possédez en termes de token digital, tout ça aura besoin de la cryptographie pour exister en ligne et pour protéger et le consommateur et les entreprises. Vous disiez qu'en fait, en France, notre avantage, c'est qu'on a certes l'intelligence artificielle, mais surtout on a des excellents chercheurs, et que tout le monde vient nous piquer du reste de... et notamment sur la cryptographie et l'identité et tout ce monde-là. Comment vous faites pour les recruter? Vous n'avez pas de problème? Ils viennent, alors vous êtes le leader mondial, mais bon, est-ce que... Non, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que la France, on a la chance d'avoir un bassin d'ingénieurs d'élite, et notamment sur nos sujets. Les chercheurs et les ingénieurs français sont très attachés à la France, comme moi je le suis. Donc on a envie de travailler en France, on a envie de travailler pour la France, on a envie de monter des entreprises en France. Ledger, c'est une société séduisante, on paye très bien nos employés, parce qu'on est leader mondial et parce qu'on est en train de gagner contre les Américains, contre les Chinois, contre l'ensemble du monde. Et pourquoi? Parce que la France a quelque chose à dire sur ce sujet qui est unique. On est les inventeurs de la carte à puce. Oui, bien sûr, enfin ça, oui, mais bien sûr. Vous diriez que sur le domaine des cryptos, la France est leader? Sur le domaine de la sécurité crypto, oui, la France est leader. Crypto, bien sûr, puisque Thales, Gemalto, enfin toutes ces sociétés sont françaises. Le hardware sécurisé, c'est en grande partie français. Et j'en profite pour dire que Patrice Caine, justement, le patron de Thales, sera mon invité, justement dans une semaine. Il sera à votre place. Il était hier au dîner, lui, il avait la chance d'être à la table d'honneur, pas moi, mais. D'accord, voilà, et c'est quand même le CAC 40, c'est important. Vous savez, on est en France. Bien sûr, mais peut-être un jour Ledger au CAC 40. Alors, et d'ailleurs, il faudrait que Ledger soit au CAC 40 ou pas forcément listé. En Europe d'ailleurs, mais pourquoi, pourquoi lister ailleurs? Parce que le conservatisme ambiant en Europe fait qu'on ne peut pas se lister en Europe. Il n'y a pas les investisseurs. Et donc, il faut aller les chercher aux États-Unis. Et un de ça, plus. c'est un vrai problème. Okay. Mais non, pas un de plus, parce que de toute façon, ce n'est pas très grave. L'accès au capital, on peut le trouver à l'étranger, etc. Nous, on reste headquarter français, on reste société française. Vous réfléchissez sérieusement à vous lister?
Non, on réfléchit à tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on réfléchit à savoir où aller chercher des capitaux, il n'y a pas 36 endroits. Il y a les Émirats Arabes Unis, il y a les États-Unis et l'Europe vient en dernier. Oui, bien sûr. Ça, c'est le gros problème. J'imagine que vous l'avez dit au président. Bien sûr. Et il est sensible à ce sujet et il est très... il en est conscient et il veut aider le président. Simplement, parce que je sais que c'est très difficile d'être président et puis les gens penseront ce qu'ils voudront, mais en tout cas, quand on voyage à l'international avec le président, on peut retenir une chose, c'est qu'il travaille pour la France. On parle de Ledger quand même, enfin de Ledger, on en a beaucoup parlé, mais vous avez lancé, c'était maintenant il y a quelques mois, un nouveau Ledger avec un nouveau coffre-fort qui s'appelle Ledger Stark, qu'on voit pour ceux qui nous voient à la télévision. Stax, c'est le haut de gamme. Vous aviez lancé un autre wallet qui s'appelait le Ledger Flex. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez travaillé avec le père de l'iPhone, enfin de l'iPod, pardon, celui qui en même temps a fait ce design qui fait qu'on aime tous beaucoup aiment les Apple. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé ce design est aussi important pour vous que pour un téléphone, pour un smartphone? Donc, quand on veut être leader mondial, on n'a pas le choix, il faut recruter les meilleurs. Quand on réfléchit à ce que c'est que le hardware... Tony Fadell. Et quand on réfléchit à ce que c'est le hardware, le consumer électronique, il faut trouver des gens qui savent créer ce genre de produit. Et quand vous dites design, c'est limitant, parce qu'on a l'impression qu'il a juste fait en sorte que le produit soit beau, mais Tony, c'est un créateur, c'est-à-dire que quand on crée un produit, on fait passer la technologie en second. Tony, c'est quelqu'un qui réfléchit à l'expérience utilisateur. Quand il réfléchit à faire Stax, il réfléchit à l'ensemble des fonctionnalités, il réfléchit au marketing, il réfléchit à comment on va le vendre, quelle couleur il faut que ça aille, il réfléchit à quel bruit il va devoir faire pour que le consommateur soit amusé. Il réfléchit vraiment au produit et une fois qu'il sait quel produit il veut, il réfléchit à quelle technologie il va mettre dedans. Ce qui est d'ailleurs l'inverse de la façon dont souvent en France on fait les choses. Nous, on fait des très belles technologies, mais on ne sait pas les marketer, les packager et les vendre. Et le cimetière français est plein d'inventions technologiques géniales qu'on n'a jamais réussi à mettre sur le marché. Donc plutôt que de faire la même chose avec Ledger, je me suis dit, tiens, allons chercher le meilleur qui vient d'Apple et qui a fait ça toute sa vie et il va nous expliquer comment on fait un produit grand public. Parce que l'idée chez Ledger, c'était de dire comment on part d'une base qui était propre, saine et extraordinaire que l'équipe fondatrice avait montée et qui était une base artisanale, et comment on fait pour passer dans un moment industriel. Et pour ça, vous avez besoin d'un créateur de génie comme Tony, mais qui a pensé l'ensemble de l'expérience de produit, pas juste le design. C'est pour ça que ça a été difficile de le lancer? Alors, parce qu'en fait, vous savez, quand vous bossez avec Tony... Parce que je dis ça parce que vous étiez sur ce même plateau, mon invité à ce moment-là, et on voyait bien que c'était un peu difficile quand même. Donc, on voulait faire des choses extraordinaires, et on les a faites. On est les premiers à avoir lancé un écran e-ink incurvé. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est une difficulté technique extraordinaire. C'est ça le problème. Le produit est magnifique, et en fait, au-delà d'être magnifique, c'est une prouesse technologique qui permet une utilisation, une facilité d'utilisation absolument extraordinaire. Mais quand on a fait ce produit, Stax, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas juste fait un produit, on a développé l'ensemble d'une plateforme. Et donc, cette plateforme a servi à faire Stax, qui avait un peu de retard, mais par contre, ensuite, nous a permis de lancer Flex en 9 mois. Et donc, aujourd'hui, on a accéléré complètement notre roadmap produit hardware. Et c'est ce que je vous disais quand je vous dis on passe de l'artisanat à la mise à l'échelle, à la phase industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de lancer les produits beaucoup plus rapidement. En même temps, je ne sais pas si c'est lié, c'est que on voit quand on regarde la base de vos revenus, c'est les services, Ledger Service, en fait, vous l'avez développé et ça se développe incroyablement vite. Eh bien oui. Ledger Service, en fait, ça consiste à quoi par rapport à ce que vous venez de décrire? Eh bien, en fait, c'est-à-dire que vous avez vos clés privées et donc accès à vos tokens, à vos bitcoins et autres qui sont sur la blockchain publique. Et maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, en fait, on a créé tout un network, tout un réseau de services connectés de manière sécurisée qui vous permettent, grâce à l'application, vous parlez de l'iPod, donc l'iPod, c'était le petit device. Et ensuite, vous aviez iTunes qui était sur votre téléphone. Et donc, nous, on a le device pareil, donc Stax, Flex et Ledger Wallet qui est sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et donc dans Ledger Wallet, qui s'appelle Ledger Live, vous allez faire toutes vos transactions, vous pouvez acheter du Bitcoin, vous pouvez swapper. C'est la plateforme, c'est l'équivalent d'iTunes, quoi. Voilà, et vous pouvez tout faire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'expérience avec Ledger, vous pouvez commencer et finir avec Ledger. Vous n'êtes plus obligé de passer par un exchange pour acheter vos bitcoins. Vous pouvez acheter un Ledger, ouvrir la boîte, acheter vos premiers bitcoins avec et commencer votre vie crypto comme ça. On voit bien qu'en conclusion, vous arrivez à un peu à une nouvelle étape pour Ledger. Il y a un côté où vous changez de dimension.
C'est quoi? Vous revenez nous voir dans un an, Pascal? C'est quoi? Vous serez quoi? Ouais, en fait, c'est ça le truc qui est terrible dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait, c'est un voyage et il y a des étapes, mais il est jamais fini. Et donc, Tant mieux. non, c'est génial. Ouais. Mais parfois, c'est un peu déstabilisant, quoi. Ouais. Et donc là, on vient de faire 5 années extraordinaires. Moi, j'ai pris la direction de Ledger en 2019, et donc on a complètement changé l'entreprise, comme vous venez de dire, avec un business model complètement changé. Et maintenant, en fait, dans les 5 prochaines années, on va insister sur tout ce qu'on a fait, parce que l'entreprise, c'est le moment de l'entreprise. Toutes les banques américaines sont en train de passer sur la crypto-monnaie. Donc, Ledger Entreprise est là pour leur donner de la technologie. Pas que les banques d'ailleurs, hein, les États, puisque le Texas vient de voter sa stratégique réserve aussi. Ledger se positionne pour vendre de l'entreprise aux États américains et on espère bientôt aux États européens. Oui. Et ça, ça c'est pendant combien de temps? Tout de suite, là. Tout de suite. Non, mais je veux dire en Europe. Ah bah alors ça, en Europe, moi je sais pas, il faut que les Européens me disent. Il faut faire une confrontation avec Christine Lagarde, quoi. Il y a des choses qui... Ah bah invitez-moi avec Christine Lagarde sur le plateau. Oui. Parfait, ça. Mais en fait, c'est l'ouverture, on parlait de démocratisation, en fait, c'est l'ouverture presque au grand public. Bah oui, et en fait... Aux États, vous venez de le dire, hein, pardon. Ouais, et puis et au grand public. Réfléchissez à ce que vous expliquez sur la stratégie de... Exactement, on est dans le début de la courbe d'adoption des crypto-monnaies, et là on commence à arriver dans le grand public. C'est pour ça qu'on a développé des produits et des services qui sont faciles d'utilisation, où on ne peut jamais perdre ces crypto-monnaies parce qu'on a toujours un moyen de les récupérer. Et Ledger, on a essayé de le rendre grand public, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Tony Fadell. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, donc le CEO de Ledger. On vous laisse aller à Vivatech, peut-être qu'une nouvelle... Demain, voilà. Merci beaucoup en tous les cas d'être passé dans les studios de BFM Business. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr Guillaume Paul et ses experts. Et nous, on se retrouve lundi en direct du Salon du Bourget. La grande interview sur BFM Business.